Bien, alors on reprend nos travaux et on va continuer à faire un peu le tour des expériences et de recherche. Et je vous demanderai, sous vos applaudissements, d'accueillir Mathilde Tessier. D'habitude, je présente les intervenants. Là, j'ai 3 pages, mais on va faire juste 2 lignes. Vous avez un master en expertise et gestion de l'environnement du littoral et vous avez commencé à travailler sur les sargasses à la Déal il n'y a pas très longtemps, en 2019. Et à la fin de votre contrat, vous avez monté un projet de recherche qui s'appelle Sarg Impact, portant sur les impacts des sargasses pélagiques sur les écosystèmes côtiers. À nouveau des applaudissements. On vous écoute. C'est parti. Bonjour. Oui, donc je vais vous présenter les résultats du projet Sarg Impact, qui porte sur l'impact des sargasses sur les écosystèmes côtiers martiniquais. Donc d'abord, qu'est-ce que sont les sargasses pélagiques? Donc en fait, ce sont des algues brunes du genre Sargassum et qui sont dites holopélagiques parce qu'en fait, tout leur cycle de vie se déroule à la surface de l'eau. Donc on distingue 3 morphotypes différents, donc Sargassum natans varians natans, natans varians wingi, natans varians fluitans, et qui en fait se distinguent par des caractéristiques morphologiques particulières. Et donc ces sargasses s'agrègent à la surface de l'eau et forment des radeaux qui vont flotter et dériver à la surface et dériver au gré des vents et des courants. Et donc on a des radeaux de plus ou moins grande dimension avec des formes diverses. Et donc du coup, depuis 2011, originellement les sargasses se trouvaient au sein de la mer des Sargasses, que vous voyez en haut à gauche. Et depuis 2011, en fait, cette population de sargasses a trouvé une nouvelle aire de distribution, donc plus au sud, au niveau de l'équateur, dans la zone de convergence intertropicale. Et en fait, dans cette nouvelle zone, elle va trouver des éléments très favorables à sa croissance, et ce qui fait qu'elle a proliféré. Et donc maintenant, chaque année, on observe des blooms algaux, donc des efflorescences, une prolifération de ces algues dans l'océan Atlantique. Et ces proliférations vont faire qu'on va avoir des afflux massifs sur les côtes, donc notamment les côtes caribéennes et de Martinique. Et donc ces accumulations sur les côtes vont former des marées brunes. Donc en fait, les algues s'accumulent, vont se décomposer, libérer une eau brunâtre en fait composée de matière en décomposition. Et dans ces eaux, il va y avoir une concentration très faible en oxygène. Et aussi, on va avoir une libération de gaz qui sont toxiques, donc comme le sulfure d'hydrogène et l'ammoniac. Donc toxiques pour les humains, mais aussi toxiques pour la faune et la flore aquatique. Et du coup, c'est dans ce cadre-là, ce contexte, que s'inscrit le projet Sarg Impact pour évaluer l'impact des sargasses sur les écosystèmes côtiers martiniquais. Donc ce projet, il a débuté en novembre 2021 et s'est terminé récemment en février 2025. Donc il s'est déroulé au sein du bureau d'études Impact Mer en Martinique et les analyses en laboratoire ont été réalisées à Brest au sein du laboratoire Lémar. Donc c'est une thèse CIFRE dans laquelle j'étais doctorante, financée par l'Agence de la recherche et avec un financement aussi des acteurs du territoire, donc le Parc naturel marin via le financement France Relance, l'Office de l'eau et la Déal de Martinique. Et du coup, l'objectif principal de cette thèse, c'est étudier la réponse des écosystèmes côtiers tropicaux à différents degrés d'exposition pour estimer le risque d'impact sur la fonctionnalité du paysage marin, donc sur le continuum mangrove, herbier, récif corallien. Le projet s'est surtout consacré aux mangroves et aux herbiers parce que ce sont les écosystèmes a priori les plus exposés aux sargasses. Et on a aussi considéré les récifs coralliens, mais vraiment avec cette dimension de globalité parce que ces 3 écosystèmes en fait sont interconnectés et vont assurer des fonctions. Par exemple, les récifs coralliens vont atténuer la houle, ce qui va profiter aux herbiers pour se développer aux mangroves. Les mangroves et les herbiers, eux, vont piéger les particules terrestres, qui va permettre une eau plus claire pour le développement des coraux. Donc chaque écosystème assure une fonction qui vont profiter aux autres. Et c'est pour ça que ça forme vraiment un continuum interconnecté. Et donc, il y a eu 3 questions principales qui ont guidé ce projet. Donc la première, c'était déjà faire un constat de quel est le degré d'exposition des écosystèmes côtiers. Donc, quelle est l'intensité des afflux de sargasses, où se situe la pression.
Ensuite, c'était de savoir comment ces écosystèmes réagissent en fonction de leur degré d'exposition, pour finalement arriver au constat, est-ce que les écosystèmes côtiers martiniquais sont véritablement, ont un risque de vraiment perdre leur fonctionnalité à cause des sargasses. Donc, pour répondre à la première question, donc on a développé une méthode de quantification des sargasses en utilisant 2 outils. Donc des vols en autogire qui ont été réalisés chaque mois pendant les 2 premières années du projet, donc sur tout le littoral exposé de la Martinique, et ensuite un suivi journalier par caméra, donc en utilisant un réseau de caméras disposées sur les façades atlantiques et sud de l'île qui sont exposées aux sargasses. Et donc grâce à ça, on a pu localiser vraiment précisément les afflux de sargasses, la disposition des nappes et voir quels sites étaient les plus exposés. Donc déjà, ce sont les sites qui sont exposés au vent et à la houle parce que c'est par là où arrivent les sargasses. Et ensuite, ce sont les zones vraiment à faible hydrodynamisme où en fait les sargasses le temps de résidence va être très long, donc ça va s'accumuler. Et les mangroves apparaissent véritablement comme l'endroit où ça s'accumule le plus. Donc les fonds de baie en mangrove, comme par exemple baie du Trésor, tout en haut à droite. C'est très propice à l'accumulation des sargasses au sein des racines, etc. Et donc on a 53% du linéaire côtier de mangrove qui est exposé aux sargasses, alors que pour les herbiers, ça concerne 13% de leur superficie totale et les récifs coralliens, 0,3%. Et donc ça a aussi permis, le fait de faire un suivi journalier des afflux de sargasses, de calculer la dynamique et la fréquence des afflux en Martinique et de le corréler avec la population à l'échelle de l'océan Atlantique. Et donc on a bien un lien entre la croissance de la population dans l'océan Atlantique et nous, ce qu'on reçoit sur les côtes, avec un petit décalage d'1 à 2 mois entre les proliférations massives et nous, ce qu'on reçoit, et une saisonnalité qui est généralement entre février et septembre et un pic juillet-août, mais ça peut varier d'une année à l'autre du fait de conditions environnementales variées à l'échelle de l'océan Atlantique. Et donc, grâce à avoir fait maintenant qu'on a bien su caractériser la pression, on a pu étudier l'impact des sargasses, mais aussi des barrages anti-sargasses qui ont été déployés pour lutter contre le phénomène sur les mangroves et les herbiers. Donc, dans un premier temps, on a étudié l'évolution des mangroves donc, entre 2010, donc c'était avant qu'il y ait les premiers afflux massifs de sargasses, et 2022. Et donc sur plusieurs sites de mangroves. Donc là, c'est un exemple. Là, vous avez à gauche l'évolution de la mangrove de baie de Sans Souci, et à droite, c'est la mangrove de Taupinière. Donc en vert foncé, c'est une canopée dense, et en blanc, c'est les arbres morts, et en marron, c'est de la vase. Donc on voit que en 10 ans, en gros, il y a eu vraiment une mortalité importante sur les sites qui étaient très exposés aux sargasses. Et on a fait également la même chose au niveau des herbiers marins. Sur des sites qui sont exposés aux barrages anti-sargasses, comme par exemple la baie du Robert, où il y a eu un barrage installé depuis peu, en 2020. Et du coup, on a pu voir l'évolution de l'herbier au niveau des sections du barrage. Et on peut voir en vert clair, c'est une dégradation de l'herbier. C'est des zones qui ne sont plus totalement recouvertes d'herbier. Donc au niveau des sections de barrage. Et à droite, c'est l'évolution de Anse-au-Bois, où on voit un recul net de l'herbier entre 2010 et 2022, où vous voyez ce qu'il y a en beige, c'est devenu du sable en gros. Et du coup, en fait, sur chaque carte, on faisait une analyse par pixel de 25 mètres carrés. Et sur chaque pixel, on regardait s'il avait été ou non exposé aux sargasses et à quelle intensité de sargasses. Et pareil pour les barrages, ce qui permet de corréler vraiment statistiquement la présence des sargasses et du barrage et l'évolution de l'habitat. Si on a une dégradation, pas d'évolution ou une perte totale. Donc ce qu'on a pu calculer, c'est que pour les mangroves, par exemple, si je prends le niveau de pression le plus important, donc SARG 8, c'est en gros une accumulation de sargasses de densité extrême, sur tous les pixels étudiés, en gros, on a 44% des pixels exposés aux sargasses à cette catégorie de pression où il y a une perte d'habitat. Alors que pour les herbiers, on a 100% d'herbiers perdus si on a eu au moins une fois une exposition à une accumulation très dense de sargasses. 83% pour une exposition dense, d'accumulation dense, et par exemple les eaux brunes, 53%.
Donc voilà. Et on a fait la même chose pour les barrages. Et bon, je passe rapidement sur les pourcentages, mais en gros, ce qu'on observe, c'est qu'on a, en gros, dans les zones d'herbiers qui sont exposées aux barrages, on a 3 fois plus de dégradation et 3 fois plus de pertes que dans des zones non exposées. Et dans les zones exposées aux barrages, et en plus à l'accumulation des sargasses derrière le barrage, on a encore plus de pertes. Donc ensuite, on s'est intéressé à l'impact cette fois sur les communautés. Donc on a commencé par étudier les épibiontes au niveau des racines de palétuvier rouge. Donc les épibiontes, c'est les organismes qui vivent fixés sur les racines, donc à la fois dans des zones qui sont non exposées, où là on a une diversité très importante d'épibiontes, et puis dans des zones très exposées, donc par exemple ça c'est la mangrove de Sans Souci, où là les racines sont complètement ensevelies par les sargasses en décomposition et où il n'y a plus aucun